Utopie et consommation. Colloque du Cercle de l'Obsoco, 10 octobre 2019. Vincent Chabot, sociologue, maître de conférence à l'Université Paris-Descartes, chargé d'enseignement à Sciences Po. La grande distribution, une utopie en crise, Michel Houellebecq en défenseur d'une modernité condamnée. Alors, hormis celle dédiée aux jouets, les grandes surfaces ne constituent pas a priori une hétérotopie, c'est-à-dire qu'un lieu qui héberge et nourrit l'imaginaire, la réflexion normative et la réforme sociale. Les critiques sont connues, les espaces marchands, leurs aménagements, les techniques de vente réveilleraient des désirs consommateurs superflus et exerceraient une forme de manipulation. Là, les résultats de l'Observatoire sont sans équivoque. L'utopie décroissante écologique arrive en tête. Et dans la vision du commerce idéal exprimée par les enquêtés, parmi les 8 visuels projetés, Philippe les a montrés, 2 ont provoqué une évaluation négative, la galerie marchande et le centre commercial. Et donc, c'est le petit centre-ville marchand qui récolte la meilleure évaluation. La rupture avec la révolution commerciale amorcée dans les années 60 est donc évidente, même si elle varie, l'enquête le montre aussi, selon les catégories d'individus. Finalement, la prise de distance augmente à mesure que l'on monte dans l'échelle des diplômes. Alors, mon propos va être un peu à contre-courant de ces observations. Et si l'on examine la place qu'elle occupe dans les romans de Michel Houellebecq, la grande distribution assure une fonction précise, au-delà de l'approvisionnement, une fonction entre un espace domestique marqué par la mélancolie et la solitude et un espace professionnel devenu oppressant et vide de sens. Le pari de mon intervention, c'est de reconnaître que le romancier a véritablement fait entrer le supermarché dans la littérature contemporaine. Et donc, je propose d'examiner les références à la distribution, la place occupée par ces évocations dans son œuvre, les évolutions au fil des 7 romans et le sens que l'auteur semble leur attribuer au travers de ses personnages principaux. Il s'agit finalement de comprendre pourquoi le magasin constitue progressivement le meilleur des mondes, c'est-à-dire un refuge alternatif possible, et sur quoi reposent les formes de satisfaction qu'il procure au narrateur. Alors l'analyse repose sur l'exploration de l'œuvre romanesque sans exclure pour autant les autres textes, les poèmes, les nouvelles, les essais, les interviews. Je vais être évidemment très bref dans le temps qui est consacré à cette enquête. C'est-à-dire qu'il y a 2 constats qui s'imposent. Le nombre de références progresse depuis la carte et le territoire, 2010, prix Goncourt, et les évocations négatives disparaissent. Le classement, bon, tout classement reste discutable, mais les références neutres dans Soumission, par exemple, les enseignes du Centre Italie 2, ne sont évoquées que sous un seul prisme, celui de l'évolution de l'appareil commercial lorsqu'un régime islamique se met en place. Et de mon point de vue, le narrateur ne se positionne pas en contempteur, mais seulement en observateur. Ça reste discutable. De manière générale, les simples évocations deviennent, au fil des romans, des développements plus longs, mieux documentés. Houellebecq et ses personnages font progressivement entrer le lecteur dans les magasins, lui font prendre connaissance de l'offre, de l'atmosphère, des lieux, ainsi que des stratégies de développement des marques, le tout étayé par des articles de la presse économique. La longueur du développement progresse encore dans le dernier roman, dans Sérotonine. C'est à sa lecture que m'est venue l'idée de travailler à côté de mes autres enquêtes sur le marché du livre là-dessus, notamment à propos de Carrefour City, c'est la 2e enseigne la plus citée dans ces livres, et un hypermarché Leclerc. Alors, il y a quelques extraits, je vais vous donner quelques extraits, évidemment, ça va être rapide. Ce magasin, Carrefour City, allait être amené à jouer un rôle dans la nouvelle vie. Le rayon oriental, sans atteindre la luxuriance du G20, proche de la tour Totem, où j'avais mes habitudes, alignait tout de même 8 variétés différentes de houmous. Quant à l'espace sandwicherie, je me demande même s'il n'était pas supérieur. Je croyais jusque-là le segment du mini-market entièrement dominé à Paris et dans la petite couronne par les Dailymonob. J'aurais dû me douter qu'une enseigne comme Carrefour, lorsqu'elle entrait sur un nouveau marché, n'y entrait pas, comme le rappelait récemment son BDG dans une interview à Challenge, pour y faire la figuration. Autre élément, seule la distribution de masse ordinaire, selon l'auteur, semble être valorisée. Dans Sérotonine, si un Carrefour City ou un Centre Leclerc émerveille le narrateur, Florent-Claude Labrouste, les commerces indépendants et alternatifs du quartier de la Butte aux Cailles rencontrent nettement moins ses intérêts. Les bars militants, magasins bio, boutiques de piercing. Autrement dit, les enseignes évoquées sont celles d'un appareil commercial des années 70-2000, de l'hypermarché au petit supermarché urbain axé sur une distribution de masse, des modèles ayant atteint leur maturité dans ce que le journaliste Jean-Laurent Casselli nomme la France générique, par opposition à l'hyper-France des commerces authentiques ou des restaurants reconstituant un faux passé. Deuxième point, les représentations.
Ce sont les Nouvelles Galeries de Rouen qui sont le premier magasin évoqué dans le premier roman, dans l'extension du domaine de la lutte. Et le narrateur assiste au décès d'un homme âgé d'une quarantaine d'années. Donc l'espace marchand est vu comme un lieu mortifère qui s'apparente à une morgue. L'incident révèle l'insensibilité collective et l'évocation de cet événement dramatique illustre finalement les premières significations qu'il attribue au magasin dans ses premiers livres. Elle est négative. L'individu peut décéder dans les rayons d'un grand magasin. Et là, je le cite, trébucher dans un congélateur, s'écrouler dans un rayon des fromages et se mettre à pleurer, comme dans le poème d'ouverture du recueil La poursuite du bonheur. Je n'ai plus la date, mais c'est dans les années 90. Mais ce n'est pas tout. Dans un régime économique libéral, ce qu'il appelle la logique du supermarché désigne chez Houellebecq un processus déstructurant qui traverse la société, ses appartenances, et fait apparaître une société de marché d'où émerge un individu isolé en proie à la misère affective et dont les seuls désirs lui sont imposés par la publicité. Là, je renvoie notamment à l'interprétation de l'œuvre économique qu'avait faite Bernard Maris. L'œuvre connaît toutefois un tournant, donc je vais insister sur ce tournant-là, et de premiers signes apparaissent dans les particules élémentaires. Le personnage de Michel s'acclimate au décor de la société de consommation qui lui apporte réconfort et bien-être. Consommateur sans caractéristiques, il accueillait cependant avec joie le retour des quinzaines italiennes dans son monoprix de quartier. Tout cela était bien organisé de manière humaine. Dans tout cela, il pouvait y avoir du bonheur. La carte et le territoire, 2010, et Sérotonine, 2019, confirment ce basculement et solidifient cette première intuition, perçue dans un premier temps comme un espace où règne l'indifférence humaine, le magasin devient un refuge dans une modernité atomisante. Et à partir de ce moment-là, les évocations s'articulent autour de deux thématiques, celle du lien social d'une part et celle de l'abondance de l'offre vécue comme une réjouissance personnelle. Alors d'abord, le lieu du lien. Jed Martin, donc c'est le personnage principal, le héros de La carte et le territoire, un artiste contemporain, il vit seul et sort très peu de chez lui, dans le 13e arrondissement, et son unique promenade quotidienne l'amène jusqu'à un hypermarché. Un matin, il se rend compte qu'il n'a pas prononcé la moindre parole depuis un mois, excepté le nom qu'il répétait tous les jours à la caissière qui lui demandait s'il avait la carte Club Casino. Le même hypermarché, la station-service proche sont, je cite, des lieux de vie et constituent les seuls centres d'énergie perceptibles, les seules propositions sociales susceptibles de provoquer le désir, le bonheur, la joie. Il est également l'espace où il aurait souhaité déambuler avec l'écrivain Michel Houellebecq, présent dans le livre, mais assassiné à ce moment de l'histoire. Il savait que l'écrivain, je cite, partageait son goût pour la grande distribution, la vraie distribution, aimait-il à dire. Comme il aurait été bon de visiter ensemble cet hypermarché casino refait à neuf, se pousser du coup dans se signalant l'un à l'autre l'apparition des segments de produits inédits. Le second thème a trait à l'offre disponible, son étendue, son extension. Donc ça c'est Sérotonine. Je n'avais jamais mis les pieds dans un centre Leclerc, je fus ébloui. Jamais je n'aurais imaginé l'existence d'un magasin aussi richement achalandé dans le mauvais sens. Ce genre de choses était inconcevable à Paris. Près de la zone librairie, un rayon presse proposait maintenant un choix important de quotidiens et de magazines. L'offre en pâte fraîche italienne, désormais c'est donc un retour, l'offre en pâte fraîche italienne s'était encore étoffée. Ces descriptions, parmi d'autres, traduisent certes évidemment la colonisation du moindre espace physique par le monde marchand, mais leur caractère positif, la satisfaction exprimée, l'émotion ressentie, je fus ébloui, indiquent également que l'abondance de l'offre, sa qualité, apporte un sentiment de bien-être ici à Jed Martin et à Florent-Claude Labrouste. Le magasin leur assure une aération, un court plaisir diffus dans un quotidien désespéré. Deux mots pour conclure. Ces représentations rappellent la notion de troisième lieu d'un sociologue américain, Ray Oldenburg, c'est-à-dire des espaces, le magasin comme espace, on parle aussi des cafés, des librairies, des magasins comme espace identitaire et relationnel, indispensable à la vitalité d'une société, entre, je l'ai dit chez Houellebecq, un foyer marqué par le délitement des relations amicales, amoureuses, et un espace professionnel où les cadres du secteur privé, ça c'est l'extension du domaine de la lutte, sont confrontés aux restructurations, à l'appauvrissement des postes de travail et à la domination vis-à-vis d'un pouvoir managérial. Donc des relations sociales fugaces, évidemment, mais finalement un espace de bien-être individuel. Et cette oasis devient enfin un idéal lorsque Jed Martin et Michel Houellebecq appellent de leur vœu la fusion des différentes chaînes de magasins dans un hypermarché total qui, je les cite, recouvrirait l'ensemble des besoins humains. Cette utopie nécessaire ne modifierait pas le rôle de l'hypermarché comme incarnation de la société de marché, mais sa version totale en constituerait toutefois un avatar positif et pour eux un signe de progrès.
Il s'agit d'une utopie qui peut paraître évidemment paradoxale à l'heure de la remise en cause de la distribution de masse. En cela, Houellebecq, peut-être moi aussi, nous sommes vus comme les derniers des modernes. Et il s'agit également d'une utopie réaliste pour les personnages des romans, mais pour l'auteur, une utopie réalisée. Et je vais terminer là-dessus. Dans son abécédaire paru dans les cahiers de Lerne à la lettre S, le lecteur trouve l'entrée supermarché. Finalement, c'est quand même ce que le XXe siècle aura réussi de mieux, la distribution. On peut bavasser à l'infini pour savoir si c'était mieux de consommer à l'heure actuelle que cela n'a jamais été. C'est vachement bien organisé. La dernière fois que je suis allé à Paris, c'était Radio Monop. Et je suis tout de suite heureux. J'aime leur ligne de produits. Et je suis vraiment bien dans un Monoprix. Donc, pour Houellebecq, la société de consommation a finalement tenu sa promesse. Et elle semble la tenir encore, pour lui en tout cas. Voilà, je vous remercie. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.